Uno, dos, tres, cuatro. Bien, bonsoir, merci d'être aussi nombreux. S'il y a des timides, il y a encore de la place devant ou ceux qui entendent mal. On ne mange personne, bien au contraire. Le but de la démarche, globalement, dans le projet Métamorphose, c'est d'échanger avec vous. On ne peut pas construire une ville sans sa population, et même s'il y a des autorités qui ont été élues pour décider, il est important qu'on ait les propositions de la part de la population dans sa globalité. Donc on est plusieurs collègues de la municipalité associés à ce projet, pour le site plus particulièrement de Prédvidi. C'est mon collègue M. Viognier et moi-même qui sommes détachés, mais sachez que c'est le collège municipal dans sa globalité qui prend des décisions. Aujourd'hui, c'est important de vous entendre justement avant qu'on prenne une série de décisions qui nous permettront d'aboutir et d'aller plus loin. Donc le projet Métamorphose, c'est 3 sites. On va aller un petit rappel de ces 3 sites qui ont été proposés à la votation du mois de septembre 2009. Tout au nord, c'est le parc des sports de la Tuyère. C'est en fait la mutation des activités sportives du plateau de la Bléchette sur le parc de la Tuyère. La Tuyère, c'est ce qui est entre l'aéroport et la route qui va sur le mont. L'écoquartier des Plaines du Loup, ou quartier des Plaines du Loup, le quartier haute valeur environnementale, c'est le grand projet qui fait aussi une bonne vingtaine d'hectares, qui touche le stade jusqu'au service automobile, y compris la prison. C'est pas pour autant qu'on va tout démolir. Par exemple, la prison, vous allez voir, elle peut vivre autrement. On peut garder les murs, mais mettre quelqu'un d'autre à l'intérieur. On y reviendra. Bah oui. Bah oui. Les axes forts, ce qu'on appelle axes forts, vous allez entendre aussi un autre vocabulaire progressivement qui va évoluer. C'est des termes un peu compliqués. Qu'est-ce que ça veut dire, axe fort? Bref, ça touche les transports publics dans sa globalité. C'est un nouveau réseau de transport dans lequel on parle de tram, de métro et de transport public. Bref, on doit améliorer la mobilité en transport individuel, en transport public et surtout la mobilité douce. Et puis on a le complexe qu'on a appelé multifonctionnel des Prédvidi. On y reviendra plus particulièrement mon collègue M. Viognier, qui donnera plus de renseignements sur ce projet. Depuis la votation, il y a une décision qui a été prise par la population lausannoise. C'est vrai qu'il n'y a pas de projet concret. Sur les 3 sites, il y aura ce qu'on appelle des concours d'architecture. C'est quoi un concours d'architecture? Ça permet à l'autorité associée d'experts, voire d'habitants de quartier, en l'occurrence je remercie la représentante du quartier qu'on a choisi, un guillemets, un peu arbitrairement, mais Mme Schneider qui nous accompagne dans cette démarche, qui essaie d'être le porte-parole de votre quartier. On reviendra aussi sur cette démarche-là. Dans ces concours, la profession peut nous proposer différentes solutions. Et on choisit une solution. Bref, c'est d'avoir des variantes et d'avancer progressivement pour construire la cité. Ce n'est pas pour autant, quand on a un résultat d'un concours, ça sera exactement ce projet, puisque bien sûr, il y a encore beaucoup de travail derrière. C'est un travail qui est fait, entre guillemets, à bien plaire par la profession pendant 3 à 4 mois. Et puis on choisit un lauréat, et après on mandate ce lauréat pour travailler sur le projet, et puis surtout on apporte les mutations du projet, puisque ces lauréats n'ont pas eu d'échange avec l'autorité, ni même avec la population. Par contre, ils ont avancé sur une idée. Et bien, ce qui a été développé, c'est particulièrement sur le quartier des Plaines du Loup. Si vous êtes intéressé d'avoir plus de détails sur ce développement de projet, on vous recommande de venir mercredi soir, dès mercredi soir, jusqu'à mi-décembre, pour avoir plus d'informations sur le résultat du concours d'urbanisme. Un concours d'urbanisme, c'est qu'on définit un peu où on va planter les bâtiments, mais encore pas dans l'architecture. Par la suite, on va affecter les sols, on va vous donner quelques réponses sur ce projet-là dans nos développements. Mais vous voyez que c'est tellement vaste qu'on va construire un véritable quartier au même titre que dans les années 60. On a construit des quartiers dans la ville et le beau. Voilà, vous avez ici toute une série d'activités qui sont proposées. Voilà, le quartier de la Tuyère. Il y a un concours qui est en cours, il y a plus de 20 personnes qui se sont présentées. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le concours d'avant, il y a 66 bureaux d'architecte urbaniste qui se sont proposés, et on a eu 54 autres, ce qui veut dire vraiment l'intérêt de la profession de participer à l'invitation de la ville. Pas plus tard qu'il y a 10 jours en arrière, il y a eu un concours qui a été jugé juste sur la commune de Chavannes, sur la propriété qu'on appelle la Libro, il n'y a eu que 3 bureaux. Donc on voit que manifestement ce projet intéresse la profession. Ici, c'est plus un projet qui est à l'attention des paysagistes. Ici, il y a 30 bureaux qui se sont inscrits, et c'est au mois de janvier, avec mon collègue Viognier, dans lequel, avec un groupe d'experts et de spécialistes, on prendra la décision du lauréat. On peut tourner. Voilà. Et puis, on arrive au Prédvidi. La photo, vous la connaissez, c'était la photo
on va l'appeler de 2009. En 2010, s'est passé beaucoup de choses, puisque les jardins familiaux ont été déplacés et ont pris activité. On remercie d'ailleurs les jardins familiaux dans l'ensemble de la coopération, qui était des fois un peu rude, il faut le reconnaître, mais enfin on a abouti à une solution pour le bien de tous. Bref, de voir qu'à des questions plus multiples de l'époque, la qualité du sol, l'ombre portée, ou autre chose comme ça, eh ben, on a pu donner réponse à satisfaction des uns et des autres. Voilà, le site où on se trouve, vous le connaissez bien, c'est de l'autre côté de la route cantonale en direction de la navigation, ou du près de Vidy. On peut aller à l'image suivante. Voilà, c'est ce grand secteur teinté en rouge. Voilà, donc c'est un vaste territoire, d'ailleurs, une vingtaine d'hectares. Voilà, on continue. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer, ou quelles sont les contraintes? Ben, la contrainte, c'est une step. Alors, avec mon collègue Guillaume, on se posait la question, est-ce qu'on peut aller, pour tout vous dire, on va vous dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la promesse qui a été donnée en 2009, c'est qu'il y a une mutation importante de la step. La problématique des odeurs doit être résolue par une couverture de la step. Voilà. Le siège du CIO, ben, c'est un site que vous connaissez, qui est ici. Mon collègue pourra en dire plus sur le développement du CIO. Le parc du Bourget, qui se situe ici, qui est une zone non constructive et zone protégée. L'autoroute, c'est toute cette partie dans laquelle il y a une mutation des entrées et des sorties de cette autoroute au même titre que la sortie de Chavannes, qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais qui avance progressivement en collaboration sur la demande du canton avec l'Office fédéral des routes. Vous avez ici le complexe de l'université. Ici, vous avez votre quartier. Là, vous avez l'établissement horticole de la Bourdonnette avec des habitations des étudiants, le cimetière de Bois-de-Vaux, le centre administratif de Lausanne-Vidy, et puis le quartier des Sablons, ainsi que le directeur de la Maladie. Voilà, le décor est posé maintenant, et on va y construire quoi? Alors, beaucoup de choses, ça monte. Je vais passer la parole. Non, c'est bon, allez-y. Je vais pas prendre la parole à quelqu'un d'autre. Ben, beaucoup d'activités, on y reviendra plus dans le détail avec mon collègue Guillaumier. Mais vous voyez ici qu'on construit un véritable quartier avec un pôle et une centralité, qui est l'activité sportive, qui est le stade de football, qui est une piscine olympique, qui est aussi un boulodrome, mais on ira plus en détail, auquel on ajoute des places de travail, dans lequel on ajoute aussi des possibilités de logement, mais ça c'est le résultat du concours qui nous donnera la réponse quantitative. Voilà, c'est un vaste projet, un projet ambitieux. Comme on vous l'a dit par M. Gaspari, il y a 4 investisseurs qui ont été retenus pour avancer avec nous. Quand je dis nous, c'est nous tous, c'est l'autorité, tout comme la population, mais ils sont là dans la salle pour sentir le pouls de la population et préparer progressivement le programme qu'ils mettront en rendu de concours dans l'année 2012. Donc il y a encore beaucoup de travail. Ce soir, on n'est pas dans la phase de la décision, on est dans la phase de l'évolution d'un projet qui va se construire pas à pas. Donc les gens qui auront des questions sur la position d'un banc ou d'une dimension bien spécifique, c'est encore beaucoup trop tôt dans le projet, même si progressivement on va y arriver, c'est une évidence. Voilà, je crois que j'ai déjà trop parlé, je vais passer directement la parole à mon collègue M. Guillaume qui va parler particulièrement des programmes d'équipement public. Merci, bonsoir à tout le monde. Très content d'être là un moment ici à la Bourdonnette. Il y a quelques semaines, j'étais dans la même salle pour un repas de soutien pour un groupe de jeunes qui partaient en voyage. Et c'est un projet porteur. Et j'espère qu'on va vous dire aujourd'hui, que c'est notre conviction, j'espère que ce projet-là, un projet ambitieux, sera aussi porteur, du moins le souhait que nous avons. J'aimerais très rapidement vous dire l'importance que le sport joue à Lausanne. Ce n'est pas comme dans notre commune un simple divertissement ou un simple loisir. Le sport, ça fait vraiment partie du développement d'un pôle politique de notre ville. Ça repose sur 4 piliers très rapidement. Vraiment, c'est le soutien aux clubs, notamment aux clubs qui encadrent des jeunes, des enfants, en aidant ces clubs à financer des entraîneurs, en mettant des installations à leur disposition. Ça, c'est probablement quelque chose de très important, c'est que le sport et la jeunesse notamment, on pense que c'est utile et c'est vraiment la volonté de soutenir les clubs. Deuxième pilier, c'est les manifestations sportives, dont la plupart ont un caractère très populaire. La plus importante, la plus emblématique, c'est les 20 km de Lausanne, avec 18 000 participants. Le marathon qui a eu lieu tout récemment, c'est plus de 11 000 participants. Les 24 heures de natation. Enfin, Lausanne souhaite mettre sur pied régulièrement des manifestations sportives à caractère très populaire.
Le troisième pilier, c'est le statut de Lausanne, capitale olympique. Mon collègue Olivier Passé a parlé du CIO, mais c'est aussi une quarantaine de fédérations internationales, d'associations liées au sport, que leur siège à Lausanne, c'est des places de travail, c'est des gens qui vont dans les restaurants, c'est des gens qui font des congrès, ça met de la vie à Lausanne, et il y a aussi, bien sûr, aussi un peu d'argent qui est dépensé dans notre ville via toutes ces fédérations qui sont ici à Lausanne. Et le quatrième pilier, c'est les infrastructures sportives, c'est là où on fait du sport, et là, effectivement, on constate depuis de nombreuses années que plus rien n'a été construit à Lausanne et de sa région, et que là, on a du retard, on a des installations qui sont soit très vieillissantes et des installations qui sont simplement inexistantes. Alors, métamorphose au niveau du sport, c'est sur 3 sites, on va revenir là-dessus, c'est la Tuyère, tout en haut en face de l'aéroport avec un nouveau stade d'athlétisme que nous prévoyons, sur le site notamment des terrains de football, sur le site des Plaines du Loup, c'est la reconstruction de la patinoire, un équipement de quartier par excellence, avec aussi 2-3 autres équipements style de tennis, et bien sûr ici aujourd'hui on parle des Trépidis, c'est pour ça, donc le slide, le diapositive vous montre, vous connaissez ce quartier mieux que moi, c'est la step que Olivier Passé a bien montré de quoi il s'agissait et sur quelle parcelle ça se trouvait. Alors, ce qui est prévu de construire là, c'est tout d'abord, c'est un terrain de football. Alors, ce ne sera pas celui-là, ça c'est celui de Saint-Gall, on le met simplement à titre d'illustration. Donc, la volonté, c'est de pouvoir doter Lausanne d'un terrain de football digne de ce nom, moderne, et notamment un terrain qu'on appelle à l'anglaise, où il y a plus d'ambiance, où les spectateurs sont très près des joueurs, où il y a possibilité de créer une ambiance qui, à notre sens, n'est plus qu'à la Pontaise, c'est aussi une demande des spectateurs qui vont trouver à la Pontaise, mais aussi des joueurs. Un stade que l'on veut raisonnable, hein, parce que on a discuté avec les uns et les autres, certains voulaient des stades de 40 000 places, d'autres voire plus. Hein. Et le raisonnement que nous avons fait, c'est que c'était inutile à 60 km dans le grand terrain à Genève qui a 35 000 places, pas très loin de Berne qui a un terrain aussi qui a 35 000 places. On trouvait que ce n'était pas raisonnable que 4 grands terrains en Suisse, ça suffisait. Et donc ici, à Lausanne, on voulait faire un terrain qui répond aux besoins du club, donc un stade, on a estimé de 13 000 places. 13 000 places, ça nous paraît suffisant, le club, ça lui paraît suffisant aussi. C'est simplement, même quand Lausanne Sport est en ligue supérieure, il y a en général entre 8 et 10 000 spectateurs en moyenne. La Coupe d'Europe, puisqu'on a eu, pour ceux qui aiment le foot, hein, on a eu la chance d'avoir des matchs importants ici à la Pontaise. Il y avait 11 000 spectateurs, donc ça nous paraît entièrement suffisant, un stade raisonnable. Une pelouse en synthétique, ça c'est aussi important, comme à la Maladière à Neuchâtel. Pourquoi en synthétique? Simplement parce que si on a envie de pouvoir utiliser cette infrastructure souvent, il faut du gazon synthétique, parce que si on a du gazon naturel, quand il pleut comme aujourd'hui, simplement la pelouse, on ne peut pas l'employer, elle est inutilisable, parce qu'il y a des mottes, il y a des trous, etc. Et donc l'idée, c'est que non seulement la première équipe, mais aussi qu'un certain nombre de juniors puissent jouer sur ce terrain régulièrement. Cette vestiaire, parce qu'il y a toute une série d'équipes, il n'y a pas, comme je ne dis pas qu'à première équipe, il y a une série d'équipes de juniors qui vont jouer là, donc cette vestiaire et un certain nombre de locaux administratifs. Autre chose importante, c'est qu'un terrain de football, on va nous dire, ouais, mais c'est quand même un immense équipement pour s'entraîner pour un match une fois tous les 15 jours. Hein. Alors, ce que nous voulons pour éviter ça, en plus de tous les autres équipes qui joueront là-dessus, les juniors, je l'ai dit, c'est aussi d'avoir dans le stade quelque chose qui anime ce stade tout au long de l'année. C'est pour ça que nous aurons un certain nombre de salles et un certain nombre aussi de lieux de réception pour la restauration, simplement pour que des gens puissent se réunir là, que ce soit l'université, que ce soit le quartier, que ce soit les associations qui veulent se réunir à Lausanne. On manque de salles, donc l'idée c'est aussi de faire vivre ce stade pour une série d'infrastructures comme pour de la restauration, mais aussi des salles de séminaires. Donc quelque chose qui doit être vivant. Et j'en reviendrai encore sur une autre infrastructure après dans le stade. Autre élément très important, et ça on n'en parle pas assez, parce que quand on parle du pôle sportif de Métamorphose, on parle toujours du stade, dont je viens de vous parler très rapidement. Bon, il y a un autre équipement qui sera, en tout cas en termes sportifs, encore plus utilisé que le terrain de football, c'est une piscine. Ça fait à peu près plus de 30 ans qu'il y a des interventions au conseil communal, que les clubs nous écrivent, que les écoles nous écrivent, que
la population nous écrit pour nous dire mais il y a un tel manque d'eau à Lausanne, hein, l'hiver, il y a quasiment que Morcourt, des petites piscines des quartiers. Et l'idée, c'est enfin de pouvoir doter Lausanne d'un équipement, je pense, qui est digne d'une ville sportive, c'est-à-dire un bassin de 50 mètres, qui est une dimension olympique. Il y a aujourd'hui l'opportunité de pouvoir construire ça à Lausanne, et je crois que là, vraiment, c'est un équipement qui sera très porteur. Donc, je l'ai dit, un bassin de 50 mètres qui permet non seulement aux personnes de s'entraîner, aux clubs d'utiliser, mais aussi de pouvoir organiser des compétitions importantes. Nous voulons aussi, dans cette même piscine, avoir tout l'équipement nécessaire pour l'exploitation, et c'est d'avoir un bassin moins profond de 25 fois 30 mètres, qui permet soit aux enfants d'apprendre à nager, qui permet aussi aux personnes, ce qui est maintenant très tendance, c'est l'aquagym, hein, c'est des gens qui font des mouvements de la gymnastique dans l'eau, donc avec un fond qu'on peut relever. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi offrir ça dans ce complexe. Et ce qui est aussi très important, et Lausanne d'ailleurs, Lausanne Natation a des personnes très compétentes là-dedans, c'est le plongeon, c'est d'avoir un endroit où on peut plonger avec des plantes à 1, 3, 5, 7, 5 et 10 mètres, vraiment aussi là l'équipement avec une fosse de plongeon. Et enfin, puisque souvent, c'est aussi sur des loisirs, puisque les parents viennent avec des petits-enfants, c'est d'avoir une pataugeoire pour les petits-enfants, pour que les enfants puissent aussi s'adonner. Alors, quelque chose d'important, c'est qui va venir de cette piscine. Des fois, on entend des gens qui disent, ce sera que pour les clubs, ce sera que pour le sport d'élite. Non, ce ne sera de loin pas que pour le sport d'élite. Ce que nous voulons absolument, comme la plupart des équipements sportifs que nous voulons faire sur la métamorphose, c'est que ces équipements puissent être utilisés par le plus grand nombre. Alors la piscine, ce sera l'utilisation pour tout le monde. Il y aura un ticket d'entrée comme à Bellerive. Hein. Les utilisations ne seront pas déterminées, mais nous voulons que ce soit un équipement accessible au plus grand nombre, à la population. Hein. Et je crois qu'on est, entre la municipalité, on est content de pouvoir mettre cet équipement à disposition proche d'un grand quartier comme celui de la Bourdonnais. Il y a aussi des écoles qui vont venir, donc toute série d'infrastructures diversières pour les écoles, et bien sûr cet équipement, en même temps que Morcourt, en même temps que les autres piscines de quartier, va aussi être utilisé par les clubs de natation ou d'autres, de water polo, simplement aussi parce qu'ils ont besoin d'eau pour s'entraîner, et donc ils vont trouver une répartition équilibrée entre tous ces utilisateurs. Ce que nous voulons aussi là, pour que cet équipement vive, et là il y aura ce qu'on appelle une synergie entre le terrain de football et la piscine, c'est d'avoir un certain nombre d'équipements qui sont utiles aux deux. Alors par exemple, il y a des salles de musculation, mais il y a aussi un restaurant pour simplement que les gens qui vont au stade de foot ou les gens qui vont à la piscine puissent se restaurer, boire un verre, passer un bon moment. Donc l'idée, c'est de doter tout ce complexe d'un restaurant. Troisième équipement sportif d'importance, c'est un boulodrome. Certainement, vous connaissez toutes ces pistes de boules qui sont sur le site de Midi. Et là aussi, il y a une très vieille motion au conseil communal. Il y a des réunions fréquentes avec les personnes qui jouent à la pétanque ou à d'autres sports auprès de Midi, qui nous disent, mais nous, dès qu'il fait plus très beau, pendant l'hiver, on a de la peine à s'entraîner, il faut aller à gauche, à droite, c'est difficile. Et ce que nous voulons faire, c'est pouvoir couvrir un certain nombre. Il ne faut pas les 100 qui en bas, ce ne serait pas raisonnable, mais de pouvoir couvrir un certain nombre de ces pistes. Et pour le moment, dans le projet, il y a 16 pistes pour la pétanque, c'est le sport le plus pratiqué, mais aussi 4 pistes pour la longue et 3 pistes pour la boccia. La pétanque, c'est un sport populaire par excellence. Hein. On peut y jouer, mélanger hommes-femmes, jeunes, moins jeunes. Il y avait chaque année avoir un tournoi qui réunit des handicapés et des personnes valides. C'est vraiment un sport populaire par excellence. Et au niveau de la municipalité, on se réjouit de pouvoir favoriser la pratique de ce sport qui est aussi un élément social. Autre équipement important qu'on va construire, qu'on souhaiterait construire sur ce site, ce sera peut-être dans le stade d'ailleurs, c'est ce qui existe aujourd'hui à côté de la Fontaine, c'est le centre sport-études de Lausanne. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeunes qui vont à l'école et qui en même temps ont des compétences sportives et qui visent une certaine carrière sportive, des gens du haut niveau. En même temps, il faut qu'ils puissent s'entraîner, en même temps, il faut être sûr qu'il aille à l'école, qu'il fasse son devoir et qu'il lui suive. Donc ce centre sport-études, cette institution, comme une école, comme un internat, permet d'une part à ces jeunes de s'entraîner. Il y a plusieurs sports, il y a du hockey, il y a des footballeurs,
des jeux de tennis, etc. Mais aussi, il y a un encadrement pour être sûr que ces personnes, à 18 ans, s'ils arrêtent le sport, qu'ils n'aient pas rien fait du tout pour leur soutien, mais qu'ils aient une formation scolaire ou l'apprentissage poussé. Donc, ce qui est prévu là, au CEL, c'est 27 chambres à 2 lits, et une série d'équipements, des salles de cours, bien sûr, un réfectoire, c'est fait que nourrice, cet hiver, bureau administratif, ça donne parce qu'il faut, chaque fois qu'il y a une institution, c'est nécessaire. Voilà, très rapidement, je l'ai dit, j'ai processé à toute vitesse, ça fait un petit peu peur, parce qu'on a envie de faire, hein. Mais tout d'abord, c'est des équipements qui, je crois, en termes de piscine, qui sont souhaités depuis longtemps. Je crois que le football, c'est un stade de taille raisonnable. Je crois que le boulodrome, sport populaire par excellence, et je crois que les jeunes qui vont venir se former ici, ça peut aussi apporter un plus au quartier, en tout cas d'autres souhaits de plus grand, et je me réjouis d'ores et déjà d'entendre vos réflexions et vos suggestions. Merci. Alors, on va passer la parole à M. Tilbury, qui va nous parler du programme privé. Quelques éléments par rapport au programme dit privé. Ce mot privé me fait toujours un peu rire, hein. C'est pas que c'est la sphère privée, hein. C'est vraiment par opposition à des équipements du public. Et je vais vous dire un peu ce qui s'y trouve. Donc on prévoit environ 100 000 m² de surface, et dans ces équipements dits privés, il y a pas mal de choses qui vont s'y passer. Des surfaces pour des activités, ce qu'on appelle, donc des surfaces de bureaux. Là encore, j'insiste, hein, on a toujours un peu de peine quand on met les images, hein, ça ne veut pas dire que les bureaux seront comme ça. Hein. C'est aussi des surfaces de restaurants qui seront tenues par des personnes, des commerces dits de proximité, donc c'est des petits commerces hein, qui peuvent vous aider dans votre vie de tous les jours, des services, un hôtel, donc c'est des propositions, hein, on n'est pas encore sûr qu'il y aura par exemple un hôtel, mais ça serait une possibilité. Et puis, on aura aussi ce qu'on appelle donc des surfaces de logement, des habitations, qui peuvent être de différentes sortes, en PPE, pour des étudiants, pour des seniors, dans un autre rapport. Ça, c'est très important pour nous, au niveau de la vision qu'on peut avoir sur ce site, ce qu'on va en faire, surtout quand on va devoir juger les résultats d'un concours. Au service d'urbanisme, on insiste beaucoup pour qu'on ait un quartier où il n'y ait pas d'un côté le stade et puis de l'autre côté des logements. On essaye d'avoir, le pari, c'est d'avoir vraiment une grande structure qui peut mixer les différentes activités. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est d'avoir un grand bâtiment qui marche peut-être que le soir, d'avoir des logements qui, eux, sont peut-être animés pendant toute la journée et la nuit, et peut-être une surface de bureau qui soit morte pendant la nuit. Donc on voudrait vraiment, c'est un peu le pari qu'on fait, c'est d'avoir des bâtiments qui sont ce qu'on appelle en mixité, qui se mélangent. On veut aussi que ce soit un quartier qui soit vivant. Ça nous semble très très important. On veut qu'il attire du monde. Où ça nous intéresse, c'est qu'il y aura plein d'usagers différents. Il y aura des gens qui viendront pour y faire du sport, mais il n'y aura pas que ça. Il y a des gens qui viendront, ça sera leur lieu de vie au quotidien. Des gens qui viendront y travailler, d'autres gens qui viendront y consommer, s'y détendre à cause de la piscine. Donc on pense bien que c'est un quartier qui doit avoir une image assez conviviale. Ça aussi, c'est un élément qui est important pour nous. C'est un quartier qui respecte les valeurs de développement durable. Donc vous savez qu'on a fait ce qu'on appelle un éco-quartier au Plaine du Loup. On va aussi vraiment faire attention à tout ce qu'on appelle l'énergie grise, les consommations d'énergie, la manière dont on va chauffer ce stade, dont on va peut-être le refroidir, dont on va amener toutes les énergies autour de ce stade. Pour nous, ça, c'est un élément extrêmement important. Ça, c'est une image qui est peut-être pas facile à comprendre, mais elle est quand même très très importante dans les objectifs. On remarque en fait que le site tel qu'il est maintenant, il y a ce qu'on appelle des effets de barrière, des effets de blocage. Ce n'est pas un site où on peut vraiment aller d'un côté à un autre, où on peut le traverser. En fait, vous connaissez mieux que nous, il est entouré d'un réseau routier assez important. C'est des voies, c'est pas des petits chemins, hein, c'est des rues assez importantes qui sont difficiles à franchir. Et on a identifié comme ça, c'est un peu ces lignes en orange, ce qu'on appelle des effets de barrière. Il y a évidemment de l'autoroute, hein, qui de fait crée une barrière. Et on va essayer, en fait, ça c'est comme ce qu'on appelle des objectifs hein, qu'on donne pour le concours, on va essayer de réduire ces effets de barrière de manière simple. Hein, pour l'autoroute, ce
serait effectivement de proposer des possibilités de passage par des ponts, des passerelles piétonnes. Par exemple aussi, quand on regarde le cimetière du Bois de Vaux, vous notez bien que c'est pas un lieu, c'est un lieu dit public, mais vous et moi, à part sur une raison plus symbolique d'y aller, c'est pas un lieu qu'on traverse facilement. On voudra étudier, on voudra regarder si c'est possible de créer un cheminement public à l'intérieur du cimetière pour le désenclaver, pour faire aussi qu'on puisse faire des passages et peut-être rejoindre le haut de Lausanne à pied par une promenade sur le cimetière. Et un autre élément qui est important, et je pense particulièrement pour les gens du quartier de la Bourdonnette, c'est ce schéma, c'est toujours des schémas qu'on retrouve ici, c'est de trouver une possibilité peut-être aussi de désenclaver le quartier ici, de lui redonner la possibilité d'avoir un accès sur le lac, un accès piéton, en traversant depuis la station du M1, se trouver ici où il y a le stade, où il y aura les logements, les bureaux et tout, franchir l'autoroute, franchir la steppe, parce qu'il y a des projets qui sont à l'étude, et se retrouver plus directement connecté sur le parc du Bourget. Donc tout ça, je dis toujours, c'est les intentions, c'est ce qu'on va donner comme information aux concurrents pour le concours en leur disant essayez de trouver un projet qui respecte ce genre de demande. Et là on insiste, en fait c'est ça, c'est qu'on veut désenclaver le quartier, on veut qu'il participe aussi avec les autres, que ça devienne en fait des lieux de rencontre, ou ce qu'on appelle les espaces publics, des places piétonnes, des trottoirs élargis ou des mini-places qu'on peut retrouver entre les bâtiments, que ça fasse un lieu qui soit animé pour tous et tout au long de l'année. Donc il n'y ait pas que pendant les saisons d'été ou l'hiver qu'il y ait des activités, mais que ça puisse se développer tout au long de l'année. Je crois que j'arrive au bout. Voilà. Maintenant on va regarder les aspects mobilité et accessibilité avec Madame Rouge. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, là encore, les éléments que je vais vous présenter sont d'abord que des principes. Tous les documents présentés sont des documents provisoires. À savoir, il y a encore beaucoup d'éléments techniques à étudier. Donc, parmi les souhaits qu'on va imposer aux concurrents, on va indiquer forcément qu'il faut assurer l'accessibilité de l'ensemble du site, mais la ville a quand même pour objectif de développer en priorité les transports publics et la mobilité douce. Et le but, évidemment, c'est de préserver les quartiers du trafic automobile. Alors, ce document, donc, je me répète, provisoire, fixe, vous reconnaissez votre quartier en haut à gauche, ainsi que le site Métamorphose. Vous voyez en orange des compléments de jonction de Malais, de la jonction de Malais. Il faut savoir que dans tout le secteur ouest lausannois, il y a de nombreux projets d'infrastructure. Il y a notamment la jonction de Chavannes qui va être créée plus à l'ouest, qui va fortement changer les conditions d'accessibilité pour la partie Lausanne. Et donc sur la jonction de Malais, il s'agirait de créer une nouvelle liaison depuis la route du lac en direction de la Maladière via l'autoroute. Cet élément-là permettrait d'éviter de se rendre jusqu'au carrefour de la Bourdonnette pour tourner à droite et ensuite sur la Maladière. Donc quelque part, ça permettra de soulager le carrefour de la Maladière. De même, une autre... de même, une autre bretelle est prévue qui évitera de... Vous savez, aujourd'hui, quand on vient de la route du lac pour aller sur l'autoroute en direction de Genève, on tourne à gauche et on coupe la voie de ceux qui viennent depuis le nord, en face. Alors l'objectif d'une deuxième bretelle consisterait à faire ce mouvement, mais par la droite, donc plus de conflits avec les véhicules venant en sens inverse. Alors on profiterait de cette... donc ça c'est des bretelles qui sont en étude auprès de l'Office fédéral des routes. Aujourd'hui rien n'est encore définitif, mais on souhaiterait profiter de cette bretelle, en particulier celle du nord, pour créer un accès direct sur le site de Métamorphose. Ce qui là aussi éviterait la diffusion du trafic de part et d'autre. Voilà.
Le deuxième accès au site de Métamorphose se ferait par la route de Chavannes, l'actuelle route Steiner, sous réserve, là encore, de faisabilité. Il y a des discussions en cours. Et puis, pour ce qui concerne le petit point B en bas à droite, qui est également à l'étude, consisterait à faire un accès direct sur l'autoroute, donc en sortie. Depuis le site Métamorphose, on pourrait sortir directement sur l'autoroute, donc pour se rendre à l'ouest, au nord de Lausanne. Voilà. Rien n'est acquis, mais c'est à l'étude. Voilà, donc sur le principe, on aurait donc 2 accès d'entrée et 2 accès de sortie, qui minimiseraient l'impact sur le carrefour de la Bourdonnette. Bon, ça c'est une illustration de cette fameuse boucle donc, qui est en cours d'étude à l'Ofroux, avec votre quartier à gauche et puis une boucle qui est assez restreinte avec une limitation de vitesse à 40 km/h pour justement minimiser l'impact sur le terrain du site des Prés de Billy. Là encore, une illustration de cette fameuse bretelle en provenance de la route du lac et qui irait sur la Maladière, sur l'autoroute directement. Pour ce qui concerne les transports collectifs, alors vous avez sur la gauche le réseau actuel, donc vous connaissez tous, avec le métro M1 qui relie la place de l'Europe à la gare de Renan, le bus TL numéro 25 qui relie Puy Centre à la Bourdonnette, donc à son terminus à la rue Bourdonnette, et puis le bus TL numéro 30 qui relie Prilly à la Bourdonnette. Vous avez le secteur des Prés de Billy, finalement aujourd'hui il est desservi par 2 arrêts qui sont la Bourdonnette et les Savoies. Voilà. Pour ce qui concerne l'avenir, l'image qui est présentée ici correspond à ce qu'on appelle le réseau 14, donc qui devrait être mis en service en décembre 2013. Le M1 reste à sa place. Le bus TL numéro 25, qui est en fait un trolleybus, lui va se prolonger à terme jusqu'à la gare de Renan. Et donc emprunter la route de Chavannes. Pour ce qui concerne la ligne 30, en fait son itinéraire est dévié et il va sortir du pur secteur proche. Voilà. Et puis, ben, évidemment, en relation avec ce réseau de transport collectif, on a des franchissements mode doux pour justement faire la connexion, notamment entre l'arrêt du M1, de la Bourdonnette, faciliter donc les échanges en mode doux entre le quartier de la Bourdonnette et le quartier des Prés de Billy. De même, vous avez 2 petites flèches avec des petits points d'interrogation. D'ailleurs, leur localisation n'est pas encore précisée. Il s'agirait ici de faire un franchissement probablement par-dessus l'autoroute. Voilà. Quand je dis mode doux, ça concernerait aussi bien les piétons que les vélos. Voilà. Ben, je crois que j'ai fini. Je vais passer la parole à Monsieur Rodas, architecte. Bonsoir à tous. Alors, last but not least, le concours d'architecture. On a entendu tous les éléments, tous les thèmes ce soir sur lesquels il se base donc le concours d'architecture. On a vu le site qui va donc recevoir tous les éléments qu'on a vus du programme public et du programme privé. On a entendu des thèmes et puis les contraintes pour rappeler. Donc, il va avoir un stade UEFA avec 13 000 places, une piscine olympique, le boulodrome, le bureau du service des sports, le centre d'études de Lausanne, l'Excel, le groupe d'entretien du service des sports, parking public avec 1220 places, le stationnement de vélo. Très important, enfin, un passage dénivelé depuis la station M1 pour le désenclavement de la Bourdonnette, un franchissement de l'autoroute,
une nouvelle bretelle autoroutière. Donc tous les éléments pour le programme public, après il y a le programme privé. Voilà, aussi pour rappeler les éléments qu'il va contenir, il peut avoir des restaurants, enfin, il va avoir des restaurants, commerce de proximité, qui est limité pour ne pas avoir trop de concurrence avec le centre-ville, à 7500 m² maximal de surface de vente. Il va y avoir des services, des bureaux, des hôtels, des logements. Ça, c'est des surfaces qu'aujourd'hui, on ne va pas encore vraiment se prononcer. Ça, c'est des surfaces, on l'a marqué à la fin, ça c'est pour une question de souplesse et évolution du quartier dans le temps. C'est des surfaces qu'on va garder pour le concours. Ça, on va se prononcer peut-être dans une certaine volumétrie, et puis c'est plutôt le marché dans le futur qui va nous montrer quelle surface va contenir ces volumes. On parle aujourd'hui, comme on a déjà dit, une surface brute du plancher de 100 000 m² pour le tout. Donc ce qui est important, enfin les places de parc sont calculées en fonction des applications. On ne veut pas trop de génération de trafic importante. Excusez-moi, on ne veut pas trop de... D'accord, alors on ne veut pas trop de surface, trop de génération de trafic pour ce quartier. Donc, pour le programme, on a des équipements publics. Voilà, juste pour répéter, ça c'est le programme équipement public. Et puis le programme équipement privé, il y a 100 000 m² surface brute du plancher. Pour expliquer, il y a après, peut-être le slide après, il y a un marché qui fait pour être très simple dans l'idée. Donc les équipements publics sont objet du marché d'un contrat d'entreprise totale. Et donc il y a un des 4 investisseurs qu'on a sélectionné préalablement qui va construire donc les équipements publics. Et puis en contrepartie, on donne un droit à bâtir pour l'usage des terrains du complexe des prêts Billy. Donc ça c'est la partie, c'est pour ça que c'est lié. Donc les équipements publics vont être construits par l'entreprise, par l'investisseur. Puis en contrepartie, il reçoit le droit de bâtir pour construire ces équipements privés sur ces terrains qui sont à disposition. Alors, on a retenu pour cette procédure-là, on a 4 investisseurs qu'on a tout à l'heure déjà nommés. Donc il y a Losinger Construction, Losinger et Marazzi. C'est le premier groupement. Le deuxième groupement, c'est le groupement Lausanne Gatehouse, qui est, enfin, derrière, il y a Marty et BAM, le groupement. Après, on a HRS Investment AG et Implénia Développement SA. Juste pour dire, donc la problématique, elle est très complexe de tous ces équipements qu'on a, publics et privés. Et les délais sont très ambitieux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une procédure sélective. C'est-à-dire, on a décidé de faire une procédure tout d'abord de chercher, de faire un concours d'architecture, mais de chercher tout d'abord des bureaux d'architectes qui sont aptes à répondre à cette problématique. Donc, on va lancer à la fin du mois cette procédure sélective où on cherche par référence des bureaux qui peuvent répondre à cette complexe problématique. On va sélectionner dans le courant du mois de février donc 15 à 20 bureaux d'architectes en combinaison avec des bureaux d'ingénieurs qui peuvent participer ensuite, c'est le calendrier après. Juste pour le déroulement du concours, on prend peut-être le slide après, puis je reviens après là-dessus.
Donc ça c'est la sélection, la première phase là, c'est ce que je viens de dire. Puis après on va sélectionner donc les bureaux d'architectes et ingénieurs. Puis après il va y avoir le concours d'architecture qu'on va décider au mois de septembre, le lauréat pour le bureau d'architecte qui va finalement réaliser le projet pour les équipements publics. Et puis, on peut revenir peut-être en arrière pour bien comprendre donc, la suite de la chose aussi, ou bien la complexité de la procédure. Tout en début, on a choisi donc les 4 investisseurs. Entre-temps, on organise maintenant la procédure du concours d'architecture. Une fois le concours d'architecture il est décidé, ensuite, on va continuer avec l'appel d'offres pour les investisseurs, parce que le lauréat, une fois qu'il est décidé, on va faire la deuxième partie de l'appel d'offres pour les investisseurs, parce que le lauréat, une fois qu'il est décidé, les investisseurs vont rentrer en concurrence pour le meilleur prix pour le lauréat. Les investisseurs va finalement construire des équipements publics et va finalement aussi pouvoir construire ces équipements privés sur des villes. Voilà, j'espère que j'ai été un peu clair sur le déroulement de la procédure. Merci. Alors il y a 2 possibilités, je vais vous donner la parole, vous levez la main, je vous donnerai la parole, vous posez tout simplement votre question, si possible, le plus fort possible, de manière à ce que tout le monde l'entende. Et puis s'il y en a qui sont timides ou qui n'ont pas envie de poser des questions, on peut aussi les prendre par feuille, les récolter, si jamais il n'y a pas de problème. Mais je vais déjà voir si quelqu'un veut se lancer pour la première question. Madame. Bonjour, c'est point de vue sécurité. Oui. La sécurité, vraiment, quand on a des matchs de foot, quand on voit comment ça se fait des fois, qu'est-ce qu'on va avoir nous comme sécurité? Bon, alors, Madame pose la question de la sécurité. Lorsqu'il y aura des matchs de foot, comment ça va se passer en termes de sécurité? Dans le quartier, ici. Dans le quartier, lorsqu'il y aura un gros match avec beaucoup de supporters qui viendront, comment ça va se passer? Réponse, monsieur le ministre des Sports. Et la police. Merci de la question. Alors, je vais partager la réponse de Normand. Il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas encore, sur lesquelles on est en train de réfléchir. Lausanne, comme on l'a vu, c'est une ville qui est attractive, qui se développe. Et bien sûr, quand il y a plus d'habitants qui viennent, il y a les écoles dont il faut parler, il y a les transports, il y a toute une série de choses, mais il y a bien sûr aussi la sécurité. Et maintenant, on est en train de réfléchir à tout cet aspect-là, comment développer entre les nouveaux quartiers au nord de la ville, entre ici, notamment ces 2 pôles importants de développement de la ville, comment renforcer la sécurité ordinaire, je dirais, il y a la sécurité de tous les jours, puis ensuite il y a la sécurité pendant les matchs. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, Lausanne Sport est en Ligue nationale 2, il joue à la Pontaise. Les matchs à risque sont relativement peu nombreux. On a eu la Coupe d'Europe là, on a mis un dispositif, la police lausannoise, des fois aidée par la police lausannoise, on a mis en place un dispositif qui heureusement n'a pas dû être utilisé parce que les gens se sont comportés correctement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si Lausanne, un jour, c'est en tout cas le souhait qu'on peut avoir, je veux dire, revient en Ligue A, c'est que bien sûr, il y a toute une collaboration qui va se faire entre la police municipale lausannoise et la gendarmerie et peut-être aussi la Pôle Ouest pour mettre en place tout un système de sécurité où on va essayer aussi d'être préventif, je veux dire. C'est comme ça se fait maintenant à la patinoire de Malais, je veux dire, il y a aussi tout un système où on amène, où les spectateurs viennent en bus, repartent en bus. Bien sûr, c'est tout un concept à développer. Et je pense qu'ici, sur le site de la Bourdonnette, il y aura relativement peu de retombées par rapport à ça. Vous avez, si vous voulez faire le passage de la passerelle, là, qui veut le faire, la station du M1, elle est quand même à côté. Donc les gens qui viennent pas en voiture, qui vont prendre le train et qui sortent à moitié pour soigner, ils vont quand même se taper par là. Alors la plupart de ceux... Après, ils peuvent passer par derrière et arriver ici. Alors bien sûr, ça voudra dire que, alors, après, avant chaque match, il y a une évaluation qui se fait, pas seulement à Lausanne, partout, sur le risque. Les spectateurs, on les connaît bien, je veux dire, les spectateurs, il y en a certains qui se comportent comme le Châtel, qui se comportent tout à fait bien, et puis d'autres, c'est vrai, qui ont, parmi leurs supporters, des gens qui ne se comportent pas bien. Et là, bien sûr, la responsabilité qu'on a, nous, c'est de faire en sorte que l'environnement, que les quartiers, ça se passe le mieux possible. Et
des dispositifs qui seront mis en place pour éviter le plus possible les débordements. Je rappelle juste que les matchs de foot, hein, c'est une fois tous les 15 jours, c'est pas tout. Il y a d'autres situations sportives aussi. Alors c'est surtout là qu'il peut y avoir des risques. Allez, vous pensez à quoi par exemple? Du moment que les gens boivent un peu comme ça peut les... Vous pensez, madame, aux activités où on a parlé de restaurants, de bars, vous pensez aussi à ce type de nuisance-là? Alors, des discothèques, ça, il n'y aura pas. Hein. On ne sait pas. Mais en tout cas, la municipalité va faire en sorte qu'il y en a bien assez comme ça. Hein. Il y en a bien assez comme ça, puis l'idée, c'est plutôt qu'il y en ait un peu moins qu'un peu plus. Hein. Monsieur Français, vous voulez rajouter quelque chose à la question de madame? Oui, un complément, c'est peut-être sur le côté conceptuel. Les stades modernes, c'est important. Le concept sécurité est très important dans l'appréciation du projet. Par exemple, c'est les entrées et les sorties. C'est où on va, par exemple, pour aller à la voiture, et plus particulièrement sur l'espace public, dans lequel, s'il y a un match arrive, comme vient de le dire mon collègue, et bien dans lequel on puisse encadrer le spectateur et le gérer. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que le spectateur soit en attente dans le stade et commence à s'énerver. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est qu'il faut une certaine distance entre le moment où on sort de l'élément festif qu'est le match, d'accord, pour aller jusqu'au transport, pour permettre justement cette détente. Et là, il y a beaucoup d'expériences de stades modernes dans lesquelles justement, par une bonne conception, on diminue le risque de l'excès d'un spectateur quand il a un peu très d'émotion dans un match. Maintenant, en ce qui concerne la gestion d'autres activités, aujourd'hui, elles sont de loin pas définies. Aujourd'hui, c'est relativement ouvert. Mais on essaie quand même de construire une ville dans laquelle la notion de la qualité permet justement de diminuer le genre d'excès. C'est quand on est dans un endroit où on se sent bien, en principe, on ressent un respect de l'objet. Voilà. C'est tout ce qu'on peut répondre aujourd'hui. Le comportement individuel fait que de ci et de là, même si on fait quelque chose de bien, il peut malheureusement se passer des choses qu'on voudrait faire. Je vous remercie madame pour votre question. Juste avant de prendre de questions, préciser que c'est très important les questions que vous posez parce qu'il y a eu l'information qui vient d'être donnée, mais il y a le pouls maintenant qui vient un petit peu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les investisseurs dans la salle, c'est eux qui vont devoir proposer des projets et chaque question que vous allez poser a de l'importance à ce niveau-là. Donc ici, on prend aussi le pouls des questions qui sont posées et une question comme celle-ci est très importante. D'autres questions, monsieur? Est-ce que s'il y aurait une autre votation, d'accord, en disant on va faire le projet métamorphose au sud de la ville, est-ce que ça serait accepté de la même manière? Donc vous n'avez peut-être pas entendu derrière. Monsieur pose la question. Monsieur pose juste la question de la votation qui a eu lieu sur l'initiative qui a été refusée à un peu plus de 55% en disant que si ça avait été une autre question, la question n'était pas ça doit se faire au sud. Si la question a été posée de stade au sud ou bien le stade au sud, est-ce que la population aurait accepté ou est-ce qu'il y aurait eu le même résultat? Alors je ne sais pas qui veut répondre sur cette question qui concerne la votation déjà passée. Monsieur Français. C'est simple. C'est un peu difficile, je pense, ce sont des 7 municipaux, 7, on pourrait compléter peut-être ma réponse, mais d'abord rappeler qu'on est en démocratie, et puis qu'il y a une décision qui a été prise. Alors, là où il y a un point d'interrogation, c'est finalement est-ce que tout a été compris par la population, et est-ce que le deal était clair de la part des projeteurs vis-à-vis des initiants contraires. Ce qu'on a relevé, c'est que d'abord du milieu sportif, la demande de déplacer le stade de foot sur le bas, elle est initiée par le milieu sportif et plus particulièrement le milieu footballistique. Ça, c'est la chose une. Le positionnement aussi de la piscine régionale, la piscine olympique, c'est aussi une demande de la région. Ce n'est pas spécifiquement de Lausanne, c'est la demande de la région. Il y a un manque d'eau évident, et dans ce secteur du territoire, du canton de Vaud en particulier, je dis canton de Vaud parce qu'il y a une analyse qui a été faite sur le manque d'eau globalement dans le canton. Maintenant, de mettre la synergie de deux activités, de deux équipements, sur un même site, c'est nettement plus rationnel, on est plus intelligent dans l'utilisation du territoire. Les autres activités, parce qu'en fait dans le débat politique il y a eu, de la part du Nord, de demander de garder une activité à caractère, on va dire, cantonal dans leur territoire. La réponse qu'on a donnée, c'est qu'au départ, initialement, dans le projet, on mettait le stade de foot à Lily et le stade d'athlétisme à Coubertin, qui était le site initial d'Athlétissima. Sur la base de cette question, le Conseil communal d'ailleurs a repris cette question des initiants et a demandé à la municipalité d'étudier des variantes. Et j'ose espérer donner la réponse que vous demandez. On a fait une étude dans laquelle on a fait tous les scénarios. C'est-à-dire pas de stade ici, d'accord, tout en haut ou tout en bas, etc. etc.
Et on a vu que dans la pesée d'intérêts, la meilleure gestion du territoire et des activités, et aussi pour répondre d'avoir une activité de caractère cantonal dans cette partie de ville, tout comme dans le haut, c'était ces dispositions. Avec ça, on gagnait l'ordre d'1 hectare. Je regarde M. Isli, qui est le chef de service des sports, je crois que, non, ou M. Kolb, c'était l'ordre de 4 hectares. On gagnait 4 hectares. 4 hectares, c'est 40 000 m² de surface au sol. Voilà. Donc on a fait un bilan finalement foncier et aussi d'activité dans le haut et dans le bas de la ville. Voilà, c'est la réponse qu'on a donnée aux initiants. On a essayé aussi de dialoguer avec eux et d'échanger avec eux pour voir si ça répondait à leurs interrogations et à leurs préoccupations. La réponse a été non, parce qu'ils avaient une volonté de construire la ville différemment. Voilà. Donc ce qu'on a proposé finalement à la population, c'est le projet des initiants et le projet de l'autorité. Je crois que mon collègue va compléter. En quelques phrases. Hein. Moi, alors, bien sûr, la question, on ne l'a pas posée aux habitants. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir un stade de football, une piscine au-dessus de la ville? On ne l'a pas posé, donc personne ne sait très bien ce que les gens auraient dit. Par contre, ce que je crois savoir, c'est lorsqu'il y a eu la votation sur l'initiative des 2 stades, nous avons présenté ce qu'on vous présente aujourd'hui sur les auprès de Vidi comme un contre-projet indirect. On a dit, si l'initiative est refusée, les 2 stades, le maintien des 2 stades en haut, on fera ça. Donc voilà, puis là, les gens, ils ont refusé les 2 stades, et on a plutôt tendance à penser que ça voulait dire qu'ils étaient en tout cas pas opposés, et plutôt pour le projet qu'on propose aujourd'hui. Mais bien sûr, la question, on ne l'a pas posée. C'est ce que vous avez pensé, en fait. Comment? C'est ce que vous avez pensé. C'est ce qu'on a pensé, oui. Ouais. Pas vous? Non. Ok. D'autres questions, monsieur? Vous avez encore une question à ce propos? On vous a répondu? Une question avec ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui aurait pu être fait avec le stade de Coubertin? Monsieur pose la question de savoir si on aurait pu coupler quelque chose avec le stade de Coubertin. Au tout départ, comme l'a dit mon collègue français tout à l'heure, au tout départ, quand on a commencé à penser à métamorphose, à la redistribution de tous ces équipements publics à Lausanne, il était prévu d'avoir le stade de foot, là où on vous le présente aujourd'hui, et de retaper Athlétisme, de retaper le stade de Coubertin. Et on s'est aperçu que c'était tellement difficile de toucher Coubertin, pour des raisons qu'on a compris et que le conseil communal nous a transmis, hein, parce qu'il aurait fallu couper des arbres, il aurait fallu aménager des choses et toucher un site excessivement sensible, auquel certainement vous êtes autant attachés que nous. Et après quelques études, c'est vrai que c'est un projet qu'on a vite abandonné pour revenir avec le stade d'athlétisme, non plus au sud de la ville, mais au nord. Et finalement, la réponse qu'on a trouvée là, c'est d'avoir une distribution de ces 2 équipements importants. On parle toujours des 2 stades, pas de la piscine, mais on parle des stades, entre le stade d'athlétisme au nord et le stade de football au sud, ce qui fait qu'il y a 2 pôles sportifs importants dans notre ville. Et il semble au niveau de la distribution, de l'aménagement du territoire, c'est plutôt favorable. HA2, mais ça va pas être possible. Ça, c'est loin. Donc de construire vos églises. Alors, Pas loin, hein. on va prendre peut-être, il y avait une question. Et monsieur ici, monsieur, s'il vous plaît. Au niveau aménagement routier, quand les travaux vont commencer dans un proche, 3 ans, ici le quartier est saturé, donc le métro, il y a des bouchons en longueur de journée. Vous avez commencé les travaux, vous avez pensé à tout ça? Quand les camions de chantier vont arriver, et tout ce qui s'en suit. Donc tout ce qui concerne les nuisances du chantier, a commencé par les accès routiers. Comment ça va se passer? Comment est-ce que... Monsieur le municipal des travaux. Oh là là, bien la question. On parle le fait de mettre une machine, hein. Il y aura de toute façon un camion derrière, hein, parce qu'il faudra bien amener ou transporter la terre. Maintenant, l'ordonnancement des travaux, c'est un peu prématuré de vous donner ce qui va être fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant de venir construire ou faire de l'excavation sur un site d'une telle dimension, il faudra garantir les aménagements routiers. Maintenant, l'évacuation des matériaux, en particulier, doit se faire par l'autoroute, et il y aura des connexions qui doivent être étudiées. Je ne vous cache pas qu'on n'a encore pas la réponse de la part de l'Office fédéral des routes, parce qu'on n'a pas le timing de la mise en œuvre des 2 nœuds autoroutiers, qui sont celui de la Bourdonnette et celui de Chavannes. En tout cas, on met tout en œuvre auprès du canton pour qu'il transmette ces dossiers au niveau de l'Office fédéral, pour que la première, parce qu'il paraît assez logique, que la première mise en œuvre, c'est le nœud autoroutier de la Bourdonnette. Donc les 2 bretelles que vous a présentées Madame Roux, dans lequel là, ça va faire une décharge relativement importante du nœud et alléger le trafic qu'il y a aujourd'hui sur la route de Chavannes. Voilà. Ça, c'est l'objectif idéal.
Mais aujourd'hui, étant avec mon collègue, on ne peut pas faire cette promesse parce que tant que l'objet n'est pas voté par les chambres fédérales, parce qu'il faut encore le financement fédéral. Mais dans l'espace de 3 ans, d'après les contacts qu'on a aujourd'hui avec l'Office fédéral des routes qui est à Yvonand, c'est un planning qui est tout à fait raisonnable, donc on peut avancer en parallèle. La mise en enquête d'une autoroutier, le projet qu'on vous présentera dans le futur, et de commencer les travaux dans un ordre logique, c'est-à-dire les autoroutiers. En ce qui concerne le M1, on est en attente d'un exposé des motifs au niveau du Grand Conseil pour l'évolution du matériel du M1, qui se compose comme suit, c'est qu'il va encore avoir une augmentation de la capacité du M1 par l'achat de nouvelles rames, voire même la possibilité d'avoir tout le temps des rames de grande composition. Donc vous avez vu, de temps en temps, ces petites et grandes compositions. Donc ça va être la projection telle qu'elle est proposée. Donc ça demande une augmentation du crédit spécifique à l'exploitant sur le transport public lausannois. Et normalement, le chef département d'infrastructure devait présenter au Grand Conseil assez rapidement, donc dans les mois qui suivent, justement la possibilité d'avoir le financement de cette augmentation des transports publics pour ce qui est du M1. Et en ce qui concerne les transports publics par les bus, eh bien, il y a le R12 et le R14 qui est justement la prolongation de la ligne qui est actuellement au carrefour de la Maladière en direction de la Bourdonnette et Chavannes. Et nous sommes en dialogue avec la commune de Chavannes en particulier pour améliorer encore cette ligne de bus jusqu'à Savannes. Donc il y aura une ligne, si vous voulez, bord du lac, on va l'appeler, en direction de Chavannes et Cublan, depuis le centre de Lausanne. Ça répond à votre question, monsieur? Alors il y avait monsieur qui avait une question et ensuite il y aura madame. Monsieur? Oui, Jean-Daniel Anchaud, Société du développement du Sud-Ouest. Le complexe est générateur en temps concours de nouveaux habitations, d'augmentation de la population, d'une augmentation d'activité, etc. Et j'ai vu avec intérêt les liaisons pour désenclaver tout ceci et donner l'accès au lac. Il y a entre ce site et le lac un site qui est protégé, qui s'appelle le parc Bourget. Alors je pose la question de savoir comment on va protéger le parc Bourget par ces nouvelles allées et venues qui vont effectivement certainement perturber une petite fibre écologique, mais ce n'est pas nécessairement le but de mon intervention. C'est une question de savoir comment allons-nous maintenir l'aspect privilégié du parc Bourget dans son état actuel. Je vais sortir peut-être juste sur ce site-là et puis donner le problème qu'on a de Morges à Lutry et de Lausanne, au nord de Lausanne, en direction de Cheseaux. Densifier, c'est aussi donner des possibilités à la population d'avoir des moments de détente dans des parcs privilégiés. Alors c'est vrai que le bord du lac est terriblement attractif. Et aujourd'hui, il y a une étude qui est de loin pas aboutie, mais qui est en cours, dans le projet qu'on appelle PALM, donc c'est le plan d'agglomération Lausanne-Morges, c'est pour ça que je vous ai fait référence de Morges, de Cheseaux et de Lutry et de Lausanne, de trouver des sites pour permettre à notre population d'avoir des lieux de détente et de diminuer la pression de la population qui vient se détendre d'aller sur le bord du lac. Alors ça nécessitera, en termes d'aménagement du territoire, de trouver des espaces relativement conséquents pour avoir ces lieux de détente, à l'équivalent de ce qui s'est fait il y a plus d'un siècle à Sauvablain, dans lequel on a conservé cette forêt, et puis on a mis un lac artificiel. Et il peut se poser la question, en tout cas, doit se poser la question, nos mandataires, de trouver ces sites dans lesquels on pourrait privilégier nature, eau et détente, en tout cas de faire ça. Voilà. Maintenant, pour répondre spécifiquement à la question, ce qui est certain, c'est que les gens de la Bourdonnette, ou les gens qui vont habiter dans le quartier qu'on va appeler Sablon élargi, eh ben, ils ont une entrave, c'est l'autoroute. Donc ce qu'on propose, c'est d'avoir la possibilité de se déplacer à pied, d'accord, pour traverser l'autoroute. Donc c'est un plus qu'on donne globalement au quartier, et puis aussi aux gens d'utiliser plus le P+R qui sera mis en place, plutôt que d'aller se parquer sur Vidi. Donc je veux dire, je pense que l'équipement public, par exemple, le type P+R, plus augmentation du M1, et d'aller justement avec la mobilité douce en direction de ce secteur, on privilégiera plus le piéton que la bagnole dans ce secteur-là. Voilà, j'ose espérer avoir répondu partiellement à ce projet.
Mais c'est vrai que c'est quand on verra le résultat du projet qu'on pourra vous donner plus de certitude. Mais la question est importante et je ne vous cache pas que dans l'étude d'impact qui est en cours, c'est un point qui est demandé très fortement de la part des milieux de la protection de la nature. OK pour se déplacer avec la mobilité douce, mais attention sur la pression de la population sur ce site qui est à conserver. Merci. Bien, madame, ensuite on viendra. Aux heures de pointe, c'est déjà maintenant c'est impossible de rentrer donc à 5 heures de l'après-midi pour aller à Paris. On va attendre le prochain métro, donc avec tout le monde qui va venir, parce qu'à partir de ça, en fait, même sur Atlus, vraiment le problème, je ne vois pas résoudre. Le M1 ne suffira pas selon vous avec les applications. C'est impossible de rentrer dans le métro à 5 heures de l'après-midi. Et le numéro comme ça, c'est vraiment aussi pour les enfants de la Bourdonnais. C'est suivi, les enfants de la Bourdonnais qui doivent prendre le bus tous les 15 minutes pour aller jusqu'à Monceau à l'école. À cause du midi, qui sont vraiment grosses, ça doit les participer pour couper ce bus parce qu'il va pas dans le l'autre. Donc, les mamans qui les attendent, je trouve que c'est assez compliqué. Merci madame. Alors, saturation du M1 avec plus de monde encore, comment est-ce qu'on va réussir? Mais madame a raison. Si on ne fait pas... peut-être remonter le plan qu'a montré Madame Rouge, qui était à la page 14, je ne sais pas laquelle numéro de slide c'est, dans lequel on voit les équipements actuels. C'est vrai que si on n'augmente pas la possibilité de transporter plus de monde au M1, ça ne va pas jouer. Déjà maintenant, c'est la catastrophe. Oui. Pardon? Oui. Peut-être le montrer encore plus. Voilà, à la prochaine. Voilà. Donc il y a une volonté forte entre les municipalités de Renan, Chaval et de Lausanne, pour rester dans le secteur, d'améliorer très sensiblement l'offre en transport public. Donc sur le court terme, avant même ce projet-là, il y a une amélioration. Maintenant, moi je ne peux pas vous donner dans le détail le nombre de passagers qu'on transportera demain dans les mutations qu'il va y avoir dans le M1, mais c'est volontiers que ce thème-là, on le prenne spécifiquement pour vous donner les réponses. Mais on devra donner les réponses, vous avez parfaitement raison. Mais là, aujourd'hui, je suis un tout petit peu emprunté, parce que vous dire plus que ce que je vous ai dit. Ce qui est sûr, c'est qu'un exposé des motifs, on va augmenter les capacités, mais je ne peux pas vous donner combien. Aujourd'hui, on a 12 millions de passagers, ce qui est déjà beaucoup pour un train, mais on devra en tout cas l'améliorer, tout comme on va améliorer le transport en bus. Voilà. Il y avait une... voilà, madame. Ensuite, j'ai vu d'autres questions. Madame, s'il vous plaît. Moi, je me demandais dans le cas où l'Office fédéral des routes, c'est ça, c'est eux qui leur donnent une réponse pour les deux grands L. Je me demandais dans le cas où ils vous donnent une réponse qui est défavorable, comment vous allez gérer là? Je vous rassure, madame. Même le conseiller fédéral qui est parti à la retraite a donné son OK pour l'entrée en matière. Voilà. Donc maintenant, après... Et donc, la question petit B qui vient après? Non, attendez, je finis. Je finis. Je vais vous montrer le travail. Donc, maintenant, on est ce qu'on appelle dans une promesse fédérale. Hein. Là, maintenant, cette promesse fédérale est donnée par l'autorité exécutive. Elle doit être cautionnée maintenant par l'Assemblée fédérale, qui est le Conseil aux États et le Conseil national. Donc, il y a les projets, ils ont été annoncés dans la commission de transport. Avec mon collègue Brella, on fait partie de cette commission de transport au Conseil national. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils existent dans la liste maintenant. Ce qu'il ne faut pas se faire, c'est prendre la priorité par rapport à d'autres projets qu'il peut y avoir dans d'autres parties de la Suisse. Voilà. Ça, c'est ce qui est sûr, c'est que ça va se faire. Mais c'est évident que sans équipement, et là, parce quand on va développer un tel projet, on va voir ce qu'on appelle une étude d'impact, un rapport d'impact. Et s'il manque une mesure, il n'y aura pas le permis d'habiter. D'accord? Donc, dans le rapport, quand on aura fini tout le processus de concours dont on vous parle maintenant, après, on aura des chiffres. Parce qu'on vous parle de 100 000 m², ça ne veut pas dire grand-chose pour certains. Est-ce qu'il n'y aura que du logement? Est-ce qu'il n'y aura que des activités de travail, des postes de travail? Il n'y aura pas que des restaurants, il n'y aura pas que des surfaces commerciales. Bref, tout ça, c'est quantifié, puis ça donne de la part des professionnels le nombre de mouvements et les conséquences de ce mouvement, et comment on trouve la solution au mouvement. Et dans le rapport d'impact, on doit donner les réponses. Voilà, on donne les réponses. Donc, toutes ces questions que vous posez qui sont tout à fait pertinentes, pour le permis de construire, il faudra avoir la certitude que ces mesures puissent être appliquées. Donc, il faudra aussi avoir la certitude que l'Office fédéral des routes
pour rentrer sur Sheila, nous donne le OK de la mise en œuvre. Aujourd'hui, j'ai que des bonnes nouvelles. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, c'est le timing. Il suffit qu'il y ait une crise économique forte, d'accord, et puis que finalement le fonds d'infrastructure soit réduit à zéro. Ce fonds d'infrastructure, il est alimenté entre autres par la taxe qu'on paye sur l'essence. Aujourd'hui, il est assez limite, je ne vous le cache pas. Mais le Parlement, par exemple, sur ce point-là, sachant que c'était limite, a accepté qu'on a un endettement de l'ordre de 800 et quelques millions pour aller de l'avant sur le projet d'agglomération. Donc il est aussi assez pragmatique, le Conseil national, le Conseil aux États. Voilà. Donc je reste positif, je suis un éternel optimiste. Alors, je ne veux pas vous taper le moral, mais vous pensez que ces deux bretelles, enfin ces deux, je ne sais plus comment vous les appelez, vont suffire pour désengorger le... Alors il y a une étude, oui. Il y a une étude technique qui a été faite justement, une étude préliminaire qui a calibré les carrefours. Et peut-être que Mme Rouge peut compléter mes propos. C'est ça. Voilà, ben c'est tout. Ouais. Et puis ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on essaye d'optimiser, ce qu'on essaye d'atteindre, d'avoir de la part de l'autorité fédérale, c'est un accès de l'autoroute directement au site. Vous voyez, pour éviter qu'on tourne. Et ce qui déchargerait d'une manière assez conséquente la route de Chavannes. Ça c'est une certitude. Mon idéal personnel, c'est que la route de Chavannes, elle ne sert plus que pour le quartier. Et que l'autoroute, elle sert de route de dessert. Voilà. Ça, c'est la notion idéale. C'est ce qu'on aimerait arriver. On n'a encore pas. Alors là, je peux vous dire très clairement, on n'a de loin pas le hockey de l'autorité fédérale de transformer cette autoroute en route urbaine. Pourquoi? Parce que là, ça nécessiterait d'aller jusqu'à l'Assemblée fédérale pour déclasser une autoroute. Alors là, je peux vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir. Donc autant laisser cette autorité fédérale piloter l'objet et puis nous donner des privilèges spécifiques comme on retrouve dans quelques régions de Suisse. Ça, c'est un travail assez diplomatique. Si on y arrive, c'est vrai qu'on aura un plus. Alors rapidement, sur le même sujet, il y a une question, je n'ai pas oublié monsieur, mais sur le même sujet. Quand vous parlez de route de Chavannes, vous parlez de route de Chavannes Est ou route de Chavannes Ouest? C'est dans sa globalité. Là où elle sera plus déchargée, c'est celle sur le territoire de Lausanne. Parce que ce qui est sûr, dans les promesses qu'on a de l'autorité fédérale, c'est que les schémas qu'on vous a présentés, ils ne sont pas remis en cause par l'autorité. Voilà. Et ce qu'on aimerait, c'est une sortie, une entrée supplémentaire pour aller sur le P+R. Voilà. Monsieur, au fond, qui attend bien mon oui, je vous en prie. J'ai été, je suis content d'avoir entendu vos explications sur la volonté de désenclaver chacune de ces parties qui sont, il est vrai, très peu communicantes les unes avec les autres. Et étant moi-même à la fois habitant de la Bourdonnette et étudiant, j'aurais voulu, étant donné que j'ai compris aussi qu'il s'agissait toujours de pistes de réflexion et de projets qui doivent encore être soumis aux différents concours d'architecture, d'urbanisme, etc., j'aurais voulu insister justement sur le lien à faire entre le campus universitaire et tous ces projets qui englobent la Bourdonnette et les prés de Vidi, puisque à côté du fait qu'on a une belle réussite avec le Tseul qui évite au campus universitaire d'être isolé malgré son emplacement géographique du centre-ville, on se rend compte qu'il est en revanche complètement séparé de tout son environnement immédiat. Et le fait d'avoir de telles installations nouvelles sur un territoire si proche devrait être, je pense, une bonne opportunité pour faire le lien entre le campus universitaire et son environnement à côté, étant donné qu'à l'heure actuelle, c'est toujours des moments qu'on n'est pas en seul, l'accès est très malaisé, puisqu'il faut passer par un parking, une sortie d'autoroute peu sécurisée, c'est peu pratique, disons, donc j'aurais voulu insister sur le fait d'inclure la vie estudiantine et le campus universitaire tout proche dans les réflexions de désenclavement général. Et d'autant plus depuis la construction des logements d'étudiants de la Bourdonnette il y a quelques années, ce qui évidemment n'a pas été pris en compte à l'origine dans la conception de la région, puisque ça n'était pas encore en place. Écoutez, je enregistrerai votre demande. Si ce n'est que vous dire que là on arrive sur le territoire de Chavannes, il y a eu une proposition de passer sur l'autoroute aussi depuis Chavannes en direction de l'université. Tout dépendra du développement du projet qu'il y a sur la parcelle à Ligros, mais votre réflexion est tout à fait... Je partage, quoi. Maintenant, il faut se rendre compte que faire une passerelle pour traverser l'autoroute, ça ne demande pas seulement de moyens financiers, il faut qu'il y ait une volonté politique aussi de la payer. Voilà. En tout cas, ici, on insiste auprès des investisseurs présents dans la salle à ce que ce projet soit cohérent et puis qu'on retrouve le financement nécessaire. Le financement pour cette passerelle du côté Lausanne.
Merci. Monsieur, vous aviez une question? Oui, à propos de la saturation des véhicules. Si, par exemple, une idée, on couvrait l'autoroute, ça ferait de la place. C'est une excellente idée. Pour mettre des bâtiments, il y aurait plus de passerelles, on aurait bien moins de problèmes. Alors, cette idée, on la partage. Avec mon collègue, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire tout ce qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il pourrait y avoir une entrée en matière de l'Office fédéral des routes, mais l'Office fédéral des routes est très clair. Si vous couvrez l'autoroute, vous payez. J'ai encore eu ce matin à Berne, dans un secteur de ville de Zurich, on demande de couvrir 240 mètres. S'il n'y a pas une opportunité réelle de le faire, s'il n'y a pas un partage entre le public et le privé, l'autoroute elle reste dans l'état de. Donc il n'y a que la législation sur le bruit qui oblige des mesures de protection sans plus. Voilà. Mais nous partageons votre idée. Il faut les moyens financiers. Et puis pour toujours la saturation des véhicules, le sol, qui est ce passage à niveau, qui est dépassé depuis je ne sais pas combien d'années, il n'y a pas moyen de le faire passer au-dessus, comme celui de la Cerise-Reille, par exemple, qui sature tout ce quartier, ici. Que vous voyez qu'il y a des sols toutes les 2 minutes et demie, c'est lamentable. Surtout aux heures de pointe, il y a plus de circulation. Et qu'à présent, vous allez comme mettre de la population en plus, comme, je ne sais pas vous, mais comme le principe en Suisse, on va trop petit, toujours trop petit. Il n'y a qu'à voir l'autoroute de Lausanne-Genève, qui est trop petite, hein, puisqu'il n'y a pas assez de place. Ici, tout est trop petit. Ça va amener pas mal de monde. Écoutez, on partage votre volonté, votre ambition, hein. Enfin, à titre personnel, je la partage, mais il faut savoir que les mesures correctives d'un projet qui a été réalisé il y a 20 ans vont coûter relativement, même très cher. Et si on n'a pas le partenariat avec le canton, faire cette modification de passage à niveau, c'est difficile. Aujourd'hui, l'autorité municipale va corriger 2 passages à niveau sur l'avenue de Provence, d'accord, dans lequel eh ben, on va nous-mêmes participer à ce financement pour le bien de nos habitants. Alors, on va déjà s'occuper de ces 2 de Provence. Si on peut faire mieux sur celui-là, c'est pas impossible, mais aujourd'hui, dans les priorités qu'on a, je ne vous cache pas que la ville de Lausanne ne peut pas prendre en charge toutes les infrastructures d'un métro qui, on le rappelle, ne dessert pas que Lausanne, mais dessert aussi Renan, dessert aussi Chaval et tout. Donc plusieurs fois, votre remarque a été reportée à l'autorité supérieure, mais là, je pense que Lausanne, pour elle, ça va être un tout petit peu difficile. Mais je vous rassure, la création de ces 2 nœuds autoroutiers, Chavannes et la Bourdonnette, va avoir un impact très important sur la route de Chavannes. Ça, c'est une certitude. Enfin, ça paraît d'ailleurs assez logique. On veut envoyer les gens sur cette autoroute. Je crois que mon collègue, M. Viomier, voulait compléter mes propos de la question d'avant. Juste en 2 phrases. Vous m'avez évoqué tout à l'heure. Non seulement il y a la couverture de l'autoroute, qui est une possibilité qui est discutée maintenant, mais je répète aussi, il y a la possibilité, pour la vie du quartier, c'est pas mal aussi, c'est une couverture de l'ASTEF pour les odeurs, hein, qui permettrait d'avoir peut-être 1 ou 2 équipements sportifs dessus. Hein. Ça, c'est des choses maintenant qui sont d'actualité, c'est quasiment en direct quand on vous dit ça. Alors, c'est pas fait, mais c'est effectivement des options qui, comme vous l'évoquez très justement, qui sont en discussion, en réflexion au niveau de la municipalité ces tout prochains jours. Je crois qu'il y avait une madame qui attendait depuis longtemps tout au fond. Oui. Pardon. Les avantages. Quels sont les avantages globalement? Alors, qui veut se lancer dans une réponse? Je vous en prie. Oui, quels sont les avantages Bourdonnette? Alors, je pense qu'il y en a un qui a été évoqué par le monsieur qui est étudiant. Moi, j'ai entendu de temps en temps des gens qui habitaient le quartier de la Bourdonnette. On me l'a encore d'ailleurs redit quand je suis venu ici il y a quelques semaines, un sentiment un peu d'isolement de ce quartier-là, de ne pas être bien relié. Et je pense qu'un quartier comme ça, comme d'ailleurs c'est le même raisonnement pour l'université, ça va rattacher ce quartier de la Bourdonnette à la ville. Je pense que ça c'est déjà un avantage. Et l'autre avantage, je pense, c'est d'avoir un équipement, je pense à la piscine notamment. On n'en parle pas assez, on parle que du terrain de foot, hein, c'est comme ça. Mais la piscine, c'est un équipement sportif majeur et de loisirs
vraiment à portée de main, si je puis dire, des habitants du quartier. Et je pense qu'aussi en termes de commodité, par rapport à un quartier où on l'a dit, M. Kasparek l'a dit, commerce de proximité, etc., il y aura aussi là une source, je crois, de satisfaction d'un certain nombre de besoins pour les habitants. Et ce qu'on souhaite, alors, voilà, par rapport à la circulation, effectivement, c'est, par rapport à la route de Chavannes, c'est de désengorger cette route-là par les mesures qui ont été évoquées tout à l'heure. Juste à Bourdonnais, on est sur un débat, en fait, donc quand on a la Bourdonnais, on fait 2 zones. Donc c'est vrai qu'on dessine le transport public, c'est très bien en même temps de dire aux élèves qu'on peut utiliser. Là, vous nous interrogez avec M. Vionnier parce que j'ai l'impression que si c'est pas mis en action aujourd'hui, c'est en action au 10 décembre. Oui, c'est au 10 décembre, dans lequel cette problématique de zone est réglée. C'est bien parce que sur le DAN, ça existe. Moi, j'habite Sablon. Non, mais là, il y a une modification tarifaire. Il n'y a personne d'ETL qui est là, une modification tarifaire qui fait cette modification. Donc ça, c'est pour le mois de décembre. Donc, de ce côté-là, on a donné la réponse. Voilà. Je vais prendre encore quelques questions. Il y avait monsieur au fond, il y a monsieur qui est là devant, et encore une ou deux questions par ici, et puis après, on conclura. Monsieur au fond, oui. Oui. Alors, je demeure de quartier, et notation qu'il va y avoir construction de stades, de bâtiments et tout. Si on regarde bien, il est délimité par la N1 qui est l'autoroute, la route de Chavannes, la route qui monte à Saint-Sulpice, donc là on est un peu coincé. Et moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est où se trouvera la sortie principale de ce futur sommet. Aujourd'hui, on ne peut pas vous donner la réponse. Tant qu'on n'a pas le résultat du concours, on ne peut pas vous donner la réponse. C'est pour ça que Mme Rouge a mis beaucoup de bémols dans ses réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des accès principaux, on se retrouve avec ces 2 nœuds autoroutiers. Ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on négocie avec l'Office fédéral des routes, c'est aussi d'avoir une rentrée directe par ici. Donc, le nœud principal routier se fera en principe par ce site-là. Voilà. Par ce nœud autoroutier. Ça, c'est l'entrée principale bagnole. Voilà. L'entrée principale transport public, c'est la station du M1, auquel s'associe cette route ici. Et je vous ai tout à l'heure dit, dans l'idéal, si on a un report de trafic maximum sur l'axe, on va dire Maladière en direction de Chavannes, si on arrive à fabriquer encore 1 ou 2 entrées spécifiques par rapport aux densifications, eh ben, on devrait faire un report de trafic de cette route-là sur cette autoroute urbaine. Parce que juste après, il y aura des nœuds autoroutiers supplémentaires. Il y en a un que j'ai oublié de vous dire. Alors, c'est celui qui est ici, c'est clair. Il y en a un qui est un tout petit peu plus loin, qui est à la route de Chavannes, sur le pont, qui est en oblique sur l'autoroute. Il y a un 3e nœud qui est sur Écublanc. Et puis, il y a aussi les fonds. Alors là, les fonds ont été donnés, là, je rassure peut-être madame, pour les goulets d'entreuglement. Donc, tout le Crissier Écublanc, dans lequel on a le principe même du financement. Donc, ce côté-là, c'est une bonne chose. Donc, il y aura plus d'entrées et de sorties sur l'autoroutier, ce qui va normalement diminuer le trafic de transit qui passe là, qui n'a strictement rien à faire. Voilà. Je crois que j'ai essayé de vous donner, en gros, les réponses. Et puis, c'est clair que par rapport aux activités, parce qu'il y a aussi ici des gens qui vont venir, dans lequel on a dit cette route qui existe déjà, qui est à proximité de cette... C'est justement ça qui m'inquiète, c'est l'accès du quartier. Mais là, vous n'êtes pas là, vous êtes là, vous. Oui, mais on a accès au quartier où vous avez votre flèche rouge. Oui. Donc, si ça devenait un accès assez important au futur complexe, eh ben, ça va donner un engorgement sur la route de Chavannes parce que c'est pas un départ des feux, il n'y a rien du tout, c'est... Ah oui, mais vous inquiétez pas, le jour, si on fait cet équipement dont on vous parlait, il y aura une régulation et puis il y aura un ordre de priorité. Justement, si vous avez votre flèche rouge là, il y a là plus que ça, donc il y a en haut là, vers le vert. Il m'aurait intéressé de savoir si à partir de cet endroit, en direction du carrefour de la Bourdonnais, s'il a été prévu d'élargir la route de Chavannes, parce que là, il y a un étranglement, et très souvent, ça amène des problèmes de bouchons au niveau des présélections.
Écoutez, monsieur, on prend note de votre inquiétude. La volonté de la municipalité, sur le principe, c'est pas d'élargir les routes, bien au contraire. Parce que... Attendez, je finis. Non, mais je finis. Je finis, monsieur. Je vais dire quelque chose. Non, mais si vous élargissez une route, vous attirez du trafic. L'objectif, c'est d'envoyer les gens sur l'autoroute. D'accord? Donc, maintenant, il y aura des compromis à faire, mais aujourd'hui, les questions que vous posez, je n'ai pas les réponses parce qu'on n'a pas le projet. D'accord? Nous, on note votre inquiétude, en tout cas. Ça a l'air d'être une inquiétude partagée par bien d'autres. Oui, mais... C'est justement on va... sélection pour les autoroutes et sanctions. S'il vous plaît, moi je vous propose qu'on va, parce qu'il y a pas mal de gens qui lèvent les mains, et puis on ne va pas faire encore trop long, mais il y a monsieur qui veut vous poser une question, il y a quelques dames ici, et il y a encore monsieur, puis après je pense qu'on pourra passer à une partie plus récréative. Vous aurez la possibilité d'ailleurs, tout à l'heure, les gens vont rester poser des questions sur l'individuel. Monsieur, oui. Concernant le stade de football, est-ce qu'il y aura des concerts en dehors des matchs de football? Alors, ce qui est prévu pour les concerts, hein, donc on a un terrain de football ici sur la Bourdonnette et un terrain d'athlétisme. Et pour faire des grands concerts, style comme il y a la Fontaise maintenant, il y a en règle générale besoin, vu que c'est un stade plutôt petit, contrairement à Genève où il y a 35 000 ou 30 000 places dans les tribunes, il y a peut-être plus d'athlétisme, mais des grands concerts, s'ils veulent venir à Lausanne, nous espérons de temps en temps, je veux dire, hein, ils auront plutôt lieu en haut qu'ici. Parce qu'il y aura combien de places en 12 000. 12 000 aussi en haut de la ville. Mais seulement avec une capacité de gradin, comme je l'indique maintenant, si on veut mettre 25-30 000 personnes, il y a besoin d'avoir une piste d'athlétisme pour loger tout ce monde. Merci. Merci. Alors, il y avait des questions là. Madame, ici, au centre, voilà. Vous voulez mettre la circulation sur l'autoroute. Si vous voyez le défilé qu'il y a tous les matins, tous les soirs, et puis les bouchons qu'il y a ici, en avant, alors vous avez encore plus de bouchons. En plus, vous avez dit, vous avez 13 000 spectateurs, et puis vous avez 1200 places de parc, et puis les autres qui arrivent, ils se mettent où? C'est manifestement le chat. Non, mais moi, on ne peut pas vous donner toutes les réponses, mais peut-être faire par analogie ce qui se passe à la Fontaise. La période des matchs, ce n'est pas pendant les périodes de pic de circulation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous voyez que ça fonctionne à la Fontaise. Et il n'y a pas de M1, il n'y a pas de M2, il n'y a rien du tout. D'accord? Ici, la particularité, c'est qu'on a un métro. Donc c'est vrai qu'on fait le pari de mieux utiliser la gare de Renan pour prendre le M1, de mieux utiliser le M2 pour utiliser le M1 et d'avoir les transports publics beaucoup plus performants. Quand on a eu la manifestation, vous y référez tout à l'heure à une activité autre que le football, pendant ce qui s'est passé au stade de la Fontaise avec les Rolling Stones. Il y avait des places de parc dans le quartier de la Fontaise qui étaient libres, parce qu'il y a eu un travail à l'amont pour cette manifestation d'utiliser les transports publics. Et ici, on a la chance d'avoir des transports publics relativement, même très très performants. Voilà. Mais c'est vrai que le fait de limiter à 1200 places, c'est justement de limiter l'accès voiture, en tout cas dans votre quartier. S'il y avait un complément de parking, ce serait plus les parkings de l'université qui ne sont pas utilisés pendant cette période de week-end. Voilà. Mais ce n'est pas dans votre quartier, bien au contraire, là je peux vous rassurer. Et aussi les équipements pour ne pas venir dans votre quartier, alors d'autant plus que la particularité, si vous êtes dans un site entre guillemets privé, d'accord, ça je peux vous garantir qu'on reprend les mesures pendant cette période de manifestation au même titre qu'on les prend dans le parcours de Beaulieu, quand il y a aussi des grandes manifestations. Mais on a bien entendu ce soir que la problématique de la circulation était un gros problème, je crois qu'on peut le mettre en gros dans la synthèse de la séance, dans lequel on devra vous donner des réponses, mais ces réponses, on pourra vous les donner sur la base de projet. Madame. J'ai plusieurs questions, mais vu que je me dis tout seul, mais j'ai d'abord une suggestion à faire, parce que je ne suis pas la seule qui n'ai pas pu poser ces questions, et les feuilles sont toujours sur les tables, parce que pour aller chercher des feuilles, il faut vraiment vouloir. Je propose qu'on fasse circuler les feuilles, où les gens qui n'ont pas encore pu poser leurs questions puissent répondre les questions. Sinon, elles vont rester là, si vous n'aurez pas les questions. Oui, on pourra d'ailleurs récolter, on pourra déposer toutes les questions que... Mais si on les fait alors, circuler maintenant, il y a circuler. quelque chose que vous
Cotier quelques questions supplémentaires. Serait-il possible d'envisager de faire quelque chose qui aille en profondeur, pour qu'il ne soit pas trop haut face au quartier de la Bourdonnais? Sinon, même s'il n'est pas forcément directement de l'autre côté de la route, on fait quand même une grosse masse. Si on peut mettre déjà un certain nombre de gradins au sous-sol, je dirais que ce sera moins. Première question. La deuxième, ça concerne la piscine. À Montreton, on a voulu aussi faire une piscine publique qui soit accessible à tout le monde. Il y a aussi plusieurs bassins. Il se trouve que, vu la nécessité de l'emploi de la piscine pour tous les clubs sportifs qui en ont besoin, à tout moment, on vous dit maintenant c'est le water polo pour les sortir. Ma suggestion, ce serait qu'on fasse un 5e bassin pour le public. Et comme ça, le bassin olympique a une bonne dimension, peut-être c'est pour les sportifs, et puis les gens qui sont nagés pour les sortir parce que le club. Merci madame. Alors je résume les deux questions. Une question sur le stade. Est-ce qu'on peut semi-enterrer le stade qui ne soit pas trop haut, enfin qu'on n'ait pas un bâtiment qui fait une dimension trop spectaculaire ou trop grande? Et puis, est-ce qu'il est possible de prévoir un bassin pour le public, accessible uniquement pour le public à toute heure, dans la piscine, histoire de ne pas déranger le public et de laisser les sportifs s'entraîner? Alors, pour la piscine, hein, il y a l'équipement dont on parle aujourd'hui, qui, je rappelle, est probablement un des équipements sportifs les plus importants de tout le projet Métamorphose, qui est en termes d'utilisation. Et je répète aussi, ce que j'ai dit avant, c'est que tous les autres bassins, les petites piscines des écoles, qui sont aussi très utilisées, notamment par les clubs de toutes sortes, hein, mais le Mont-Repos va bien sûr rester. Et là, je peux m'engager ce soir à construire un bassin supplémentaire. Donc je rappelle simplement que le projet, comme il vous est proposé aujourd'hui, en plus de ce qui existe ailleurs, c'est déjà un gros projet, hein, c'est plusieurs millions. Et à un moment donné, je pense qu'il faut mieux réfléchir, c'est ce qu'on a encore une séance avec M. Isley, avec le milieu de la natation avant-hier, de réfléchir à une bonne répartition des diverses activités, des diverses possibilités, et ensuite, effectivement, de répartir l'utilisation des clubs, de l'élite et du public, de faire des exclusivités le moins souvent possible. Il y en aura peut-être de temps en temps, comme il y a eu le championnat de natation ce week-end à Mont-Repos, et bien sûr les bassins étaient fermés. En même temps, alors l'engagement qu'on peut prendre, c'est de réfléchir le mieux possible à la répartition, mais de construire un bassin supplémentaire pour le public. Alors je pense là en termes financiers, tout est possible, hein, mais je pense qu'on serait dans le domaine du plus tellement raisonnable. Et la question sur le stade, la hauteur du stade? Alors, juste, mon collègue français répondra. Juste, le stade, moi, je ne sais pas comment il sera. Parce que simplement, il y aura un concours. On avait fait des dessins il y a très longtemps, quand on avait lancé le projet Métamorphose, avec la piscine, le stade sur la piscine, etc. Moi, je ne sais pas comment il sera. J'espère qu'il sera beau, qu'il sera convivial et qu'il y aura de l'ambiance. Pour creuser, je ne sais pas. On peut tout faire, moi j'adore tout creuser. Hein, mais bon, c'est un choix. Il faut bien se rendre compte que sous le stade, il y a une piscine. Hein. Donc plus on enterre le stade, plus vous avez une piscine qui est dans la terre, qui est dans une boîte. Quoi. À moins qu'on fasse le stade sous la piscine. Non mais, ce qui est important, peut-être pour les ouvrages d'une telle dimension, Monsieur Viognier a utilisé un terme qui est important, c'est la notion du beau et de la qualité. Moi, j'ose espérer que le concours nous fasse un projet dans lequel nous sommes tous fiers. Voilà. Ça, c'est fondamental, c'est important. Et si c'est un ouvrage qui est visible, bah, tant mieux. Quoi. Je veux dire, par contre, le cacher, ça serait dommage. Voilà, donc, tant qu'on n'a pas le résultat du projet, on ne peut pas vous faire ce type de projet. Moi, je peux vous dire, en tant que technicien, on peut tout enterrer, il n'y a pas un problème, mais c'est peut-être pas génial. Hein. Voilà, parce que j'aimerais que dans la piscine, les gamins, ils puissent un petit peu voir le soleil. Quoi. Voilà. Maintenant, il faut trouver un équilibre. Vous savez, ici, on comprend, il y a une émotion. D'un côté, vous dites, notre quartier, il est enclavé, enfin, il est, excusez-moi, il est satellite, d'accord. Puis d'un autre côté, vous avez la crainte de voir venir des gens à côté de chez vous. Voilà. Donc, on va essayer, bien sûr, je crois que tout le monde, tous les projecteurs, les investisseurs et autres, et l'autorité, vont essayer de faire du mieux possible. On sait qu'il y a des contraintes, on sait qu'il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi des côtés positifs, et on espère que le bilan soit plus positif que négatif.
Je vais prendre encore 2 questions et puis après, à nouveau, je le répète, les gens seront là et puis il y aura toutes les questions. Il y avait monsieur qui avait une question. J'en prends encore une là, monsieur. Voilà. Oui, je posais la question, est-ce qu'il va se faire une maquette de cet aménagement? Oui. Il sera présenté, puis il faudra que notre corps soit invité aussi à avoir des discussions sur cette maquette. Bien, ça, merci de le dire. Ce qu'on va être rappelé, maintenant, on vous présente quelque chose, vous nous dites des choses, il y a plein de choses qui sont dites là, qui vont nous aider pour la suite. Alors, ce qu'on peut se garantir mutuellement, c'est qu'on est appelé à se revoir. Au fur et à mesure de l'avancement des choses. Hein, c'est qu'on ne va pas se dire aujourd'hui on a vu les habitants de la Bourdonnette, maintenant c'est terminé. On va être appelé au fur et à mesure de l'avancement des travaux à se revoir et à vous présenter des choses. Alors comme la réponse était assez rapide, j'en prends encore 2. Il y avait monsieur et monsieur. Et après... Oui monsieur. Moi je dois dire qu'effectivement quand on change, on peut changer de place aux jardins familiaux. Au début c'est très dur. Mais en fait, après, on arrive à s'arranger et puis il y a que les gens intelligents, ça va. Alors ça, c'était une remarque. Merci, monsieur. Je prends la question de monsieur derrière. Je veux savoir où en est le projet de remettre la ligne 2 jusqu'à la Bourdonnette. Alors, c'est ce qu'on appelle R12 et R14. Ça, c'est un projet qui va se développer. Comme je l'ai dit, ça va aller jusqu'à Chavannes. Donc, l'objectif de la ligne, c'est qu'elle aille jusqu'à Chavannes. Alors, pardon? Le 25, oui. Mais on ne va pas faire des promesses comme ça, mais ce que je peux vous dire, mon collègue a le même sentiment, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Vous nous dites, hein, ça a été dit, hein, circulation, transport public, c'est 2 préoccupations importantes que vous avez. Eh ben, je pense que ni les oreilles, mon collègue français, ni les miettes sont d'oreilles d'un sourd. Puis qu'on va répercuter ce qu'on a entendu aujourd'hui. Puis après, bien sûr, les décisions, elles se prennent, pas forcément nous qui les prenons, hein, mais on a entendu ce que vous nous avez dit. Monsieur. Excusez-moi, j'ai pas du tout entendu. Quelle star de musique? Ah mais mon collègue, ce que vous aimeriez. D'abord, on ne connaît pas le chanteur de 2016 ou 2017 qui sera en vogue, mais comme a dit monsieur Villaumier, l'idée c'est plus que les activités de ce type-là soient sur le Haut-de-Lausanne que sur le Bas-de-Lausanne. Parce qu'il y a le stade d'athlétisme qui s'y prêterait plus. Voilà, ça c'est la réponse. Je rassure monsieur sur la maquette. Tous les projets qui vont être déposés par les 12 à 15 concurrents architectes vont déposer une maquette. Donc vous pourrez même visiter, comme vous pouvez visiter depuis mercredi, sous les arches du Grand Pont, le résultat du concours d'urbanisme qui a été fait sur les plaines du Loup. Donc vous verrez les maquettes des différents concurrents et vous verrez les idées des uns et des autres et puis la justification du pourquoi on a pris le premier. Voilà. Donc dedans, il y aura tout un début de réponse, mais même après le concours, il y aura encore un gros travail à faire. On n'aura pas toutes les réponses. Hein. Ça se travaille vraiment pas à pas. Dans les autres équipements, ce que je peux vous dire, parce qu'on parlait des avantages, des idées me sont venues en venant, dans les avantages, puisque là on parle beaucoup de transport, mais équipement public, il y aura bien sûr encore un complément d'équipement scolaire. Parce qu'on n'accepte pas de la population. Si le choix est justement d'accepter dans ces 100 000 m² par exemple, même 50% de ces mètres carrés pour du logement, il y aura un complément scolaire. Donc avec notre collègue Tosato, et bien justement on est aussi dans cette réflexion d'avoir des équipements publics complémentaires à ceux qu'on vous a présentés. Merci. Moi, je vous propose, mesdames, messieurs, il y a encore des mains qui se sont levées, mais on ne va pas continuer trop longtemps. On a encore la possibilité, bien sûr, de poser des questions. Je crois qu'il y a une verrée qui est offerte par la ville, si je ne m'abuse. Donc, il y a la possibilité de poser des questions individuelles. Si vous avez des questions qui n'ont pas encore trouvé réponse, vous pouvez les poser sur les papiers. Déposez toutes vos questions sur un coin de table, on les récoltera. Vous avez compris que c'était une séance pour justement entendre vos questions. Elles seront toutes lues avec attention par les différents responsables et les différents services qui sont ici. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance et puis je remercie les intervenants. Excellente fin de soirée.